Et voilà, c'est l'été, le soleil brille, les températures sont dignes du Mésozoïque, les filles sont habillées court, bref, c'est quasiment le bonheur. Et pour se rafraîchir, c'est tout naturellement que l'on se dirige vers les plages. Et bien nous aussi, dans cet épisode, nous allons aller à la mer, plus précisément dans les mers du Mésozoïque. Et croyez-moi, je doute qu'à cette époque, vous auriez osé aller barboter sur les plages. Certes, les eaux devaient être limpides, mais non moins infestées de monstres marins. Bonjour à toutes et à tous, sortez vos masques et vos tubas, aujourd'hui nous allons plonger. Les tout premiers reptiles marins sont apparus au cours du Permien. Mais c'est au cours du Trias que ces espèces vont réellement prendre leur essor. Après la crise du Permien-Trias, la faune marine est exsangue, la majeure partie de sa population n'ayant pas survécu aux nombreux cataclysmes. Durant les millions d'années qui vont suivre, la faune rescapée va se diversifier et exploiter les niches écologiques laissées vacantes par les anciennes espèces désormais éteintes. Les reptiles marins qui émergent durant le Trias, tels les nothosaures ou encore les placodontes, ne sont pas tous totalement aquatiques. Et leur morphologie, bien que parfaitement adaptée à l'environnement marin, permet à certains d'entre eux de pouvoir encore faire quelques pas sur la terre ferme, ne serait-ce que pour aller prendre le soleil sur les rochers. Sur notre arbre phylogénétique hyper simplifié, nous pouvons constater que l'ensemble des reptiles marins, à l'instar des archosaures, sont issus des diapsides et vont se diviser en trois grandes familles. Les ichthyosauriens, qui forment un groupe à eux seuls, puis les lipidosauriens ainsi que les sauroptérygiens. Ces deux derniers sont regroupés dans l'infraclasse des lépidosauromorphes. Donc, s'il y a quelque chose d'important à retenir, c'est que les reptiles marins, tout comme les reptiles volants, ne sont pas des dinosaures, juste des cousins très lointains. Je précise, car dans un épisode précédent, j'ai malencontreusement placé une image de chacun d'eux alors que je parlais de dinosaures. Ce qui m'a atterré les foudres de certains. Désolé, mea culpa, mea maxima culpa. Donc, durant le Trias, les premiers à apparaître sont les nothosaures, de petits reptiles marins d'environ 3 mètres de long. Les placodontes, ces reptiles marins à carapace, qui, bien que rappelant les tortues, n'ont aucun lien de parenté. Et les ichthyosaures, le grand ordre des ichthyosaures, reptiles marins du Trias par excellence. Le premier de ces reptiles est découvert en 1811 à Lyme Regis, ou Lyme Regis, désolé pour la prononciation. C'est sur la côte sud de l'Angleterre. Mary Hennings, une jeune anglaise alors âgée de 12 ans, chasse les fossiles avec sa famille pour les revendre et ainsi gagner leur pitance. Oui, j'ai bien dit 1811, bien avant que l'on invente le terme dinosaure, qui n'arrivera qu'en 1842. Et c'est au bas d'une falaise que cette future paléontologue autodidacte va découvrir le premier fossile du futur poisson-lézard. Bien que reptile, la morphologie des ichthyosaures est très comparable à celle des poissons actuels. Il est clair que ces animaux avaient définitivement oublié la terre ferme. Voire même à nos dauphins, si ce n'est qu'ils possèdent 4 nageoires pectorales au lieu de 2 pour les dauphins, et que sa queue, ou nageoire caudale, est verticale, à l'instar des poissons. Il est à noter que les premiers ichthyosaures, comme le Symbospondylus, ne possédaient pas de nageoire dorsale. Celle-ci est apparue au fil de l'évolution. Les ichthyosaures sont très diversifiés. En effet, l'incontournable Wikipédia en dénombre pas moins de 10 familles. Si pour la plupart les tailles oscillent entre 1 et 6 mètres, les plus grands, tels le Chilosaurus ou encore le Himalayasaurus, ils dépassent allègrement les 10 mètres. Leur corps hydrodynamique laisse supposer que les ichthyosaures maîtrisaient la nage rapide et qu'ils étaient très bien adaptés à la vie au large. Par ailleurs, vu la très grande taille de leurs yeux, sans doute les plus grands du monde animal, avec des pupilles dépassant les 10 cm de diamètre, il est fort probable que ces animaux étaient capables de plonger à de très grandes profondeurs pour chasser les poissons et autres calmars au sein de l'obscurité. Sûr que vous vous demandez, et comment qu'on le sait? Eh bien, souvenez-vous de l'épisode sur les sauropodes. Je vous ai parlé de ces fameux coprolites, les excréments fossilisés. Eh bien, aussi incroyable que ça puisse vous paraître, on en a trouvé provenant des ichthyosaures. Ils sont les rois des mers triasiques.
Avec le temps, ils vont évoluer, se diversifier dans les mers du Mésozoïque jusqu'à leur extinction, qui aura lieu à la fin du Crétacé, peu avant l'extinction des dinosaures. Extinction qui serait due vraisemblablement à un réchauffement climatique. Avançons maintenant de quelques petits millions d'années, jusqu'au Jurassique inférieur, il y a à peu près 200 millions d'années. Les ichthyosaures sont donc toujours présents, mais de nouveaux arrivants s'imposent, les plésiosaures. Le premier fossile quasi complet de plésiosaures découvert, nous le devons à Mary Wonder Hanning, encore elle. 10 ans après le premier ichthyosaure, c'est en 1821 qu'elle découvre le premier des plésiosaures, et toujours au bas des falaises de Lyme Regis. Pour info, en 1828, soit 7 ans après, elle découvrira le premier fossile de reptile volant, ou ptérosaure anglais, un dimorphodon si je ne m'abuse. Apparus au Jurassique inférieur, les plésiosaures forment un des plus grands ordres de reptiles marins du Mésozoïque, les plésiosauriens, qui eux-mêmes appartiennent à l'ordre des sauroptérigiens. Ils sont les reptiles marins emblématiques du Jurassique. En raison de leur tête relativement petite et de leurs dents qui ne sont pas adaptées pour découper ou arracher des morceaux de chair, leur nourriture est essentiellement composée d'animaux de petits gabarits, comme de petits ichthyosaures, des poissons ou autres ammonites. Côté anatomie, ils sont dotés d'une petite tête, perchés sur un très long cou, cou relié à un énorme corps et terminé par une queue assez courte et relativement massive, l'ensemble étant agrémenté de 4 nageoires, non pas pectorales mais dites podiales, que l'on appelle palettes natatoires. Vu leur grande taille et leur cou démesuré, comme par exemple les lasmosaures qui atteignent les 13-14 mètres, ces animaux passotons n'étaient pas particulièrement rapides. Néanmoins, lorsqu'ils utilisaient simultanément leurs 4 palettes natatoires, cela leur permettait certainement de se propulser très rapidement, à portée de leur proie facilement attrapable à l'aide de leur long cou flexible et de leurs dents faites pour harponner. Par ailleurs, ces violentes accélérations devaient leur être bien utiles pour échapper aux éventuels prédateurs. Car bien que d'une taille conséquente, les plésiosaures ne sont pas les prédateurs suprêmes. Non, non. En effet, au Jurassique inférieur, apparaissent aussi les pliosaures. Notez bien la différence. Plésiosaures, pliosaures. Ce sont eux les prédateurs les plus redoutables. Et ils régneront dans les mers du globe jusqu'à la fin du Crétacé. Si leur corps est quelque peu similaire à ceux des plésiosaures, car ils sont aussi des plésiosauriens, la différence notable se situe au niveau de leur tête et de leur cou. Ici, pas de petite tête et de long cou. Ils possèdent une tête énorme, avec une puissante mâchoire tout en longueur, garnie de dents acérées, et le tout est relié à un cou qui est court, massif et extrêmement musclé, lui conférant une puissance de morsure terrifiante. Car les dents sont totalement adaptées à l'arrachage, déchiquetage et autres broyages bien pratiques, pour une mise à mort rapide de leur proie de taille conséquente. Pour résumer simplement, les pliosaures sont à la mer, ce que les tyrannosaures sont à la terre. En effet, pour n'en citer que quelques-uns, comme le dénommé Pliosaurus funky, surnommé Prédateur X, le Liopleurodon, le Chronosaurus, ces derniers atteignent des tailles considérables. Ils sont sans aucun doute parmi les plus grands reptiles marins de tous les temps. Bon, vous l'avez compris, ce sont de parfaites machines à tuer. Nous sommes maintenant au Crétacé, il y a 145 millions d'années. Les descendants de la plupart des reptiles marins dont nous avons parlé jusqu'alors sont toujours présents. Lorsque, une fois de plus, un nouvel acteur entre en scène. Et pas des moindres, le mosasaure, ou tout du moins la famille des Mosasauridés. Le premier fossile de mosasaure est découvert aux Pays-Bas, entre 1770 et 1774, non loin de la ville de Maastricht, qui est une ville traversée par la Meuse. Ce fossile mérite une place toute particulière dans l'histoire de la paléontologie. Je m'explique. Pour vous la faire courte, figurez-vous qu'entre 1770 et 1774, lors de la découverte du fossile, c'est un crâne gigantesque, pourvu d'une mâchoire tout aussi énorme, garnie de dents pointues aux tailles époustouflantes. La première réaction des scientifiques d'alors fut de penser à un crocodile ancien, voire même d'un cétacé, un cachalot ou un dauphin. Mais difficile de classer correctement cet animal car, bien que conséquent, le fossile est difficilement comparable à tout autre animal vivant. La vraie nature de la créature reste méconnue.
Quelques années plus tard, au printemps 1795, après moult péripéties, bon, en gros, les troupes françaises révolutionnaires ont confisqué le fossile aux Pays-Bas lors de la prise de Maastricht. Le fossile arrive à Paris et prend place au Muséum d'Histoire Naturelle. Et c'est là qu'intervient Georges fucking Cuvier, père de l'anatomie comparée entre les fossiles et les animaux actuels. Cuvier est alors un jeune anatomiste qui vient de prendre sa place au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Il soutient une hypothèse qui dit que la Terre aurait connu des catastrophes universelles. Et l'étude du dit fossile corrobore son hypothèse. Suite à l'étude du fossile en question, il affirme que ce fossile fut un lézard géant marin proche du varan. Et vu qu'il n'y a aucun varan aquatique, il en déduit qu'il s'agit d'une espèce éteinte. Plus tard, ce fossile, nommé par Cuvier comme grand animal fossile des carrières de Maastricht, il sera définitivement nommé mosasaure par un paléontologue, un anglais cette fois-ci, qui porte le nom de William Conybeare. Je crois que ça se prononce comme ça. Alors je vous ai raconté cette petite histoire car c'est à partir de l'étude de ce fossile que la paléontologie, science encore balbutiante, va prendre son essor. Car à cette époque, nombreux sont ceux qui pensent que ce sont les eaux du grand déluge biblique qui furent la cause de la mort de tous ces étranges animaux. Donc, le mosasaure. Nous avons vu sur notre arbre phylogénétique que les ichthyosaures forment un groupe, les plésiosaures et les pliosaures en font partie de notre, et bien le mosasaure, lui, il fait partie d'un troisième groupe, celui des lépidosauriens, dont feront partie plus tard les serpents, lézards, iguanes et autres varans. Alors depuis peu, le mosasaure est devenu connu du grand public grâce à la saga Jurassic Park. Et pour ne pas faillir à la tradition hollywoodienne, une fois de plus, ils réécrivent l'histoire à leur sauce. Bigger is better. Ils nous font chier ces Américains. Ils font des beaux films, mais il faut pas réfléchir. Hein. Dans le premier épisode, les vélociraptors ont triplé de taille. À moins que c'était des Deinonychus, mais Deinonychus, ça ne fait pas trop. Vélociraptor, là, ça en jette. Alors pourquoi pas le mosasaure dans ce nouvel opus? Après tout, on s'en fout, hein. C'est du divertissement. Admettons. Admettons aussi que la carcasse du pauvre grand requin blanc, Carcharodon carcharias pour les intimes, accroché là-haut, est un beau spécimen de 5 mètres. La tête du mosasaure mesurerait à peu près 9 mètres. Et sachant que la tête fait à peu près 20% de la taille totale de l'animal, ça nous donne un bestiau de pas loin de 40-45 mètres. Non mais sérieux, ils étaient où les conseillers techniques ce jour-là? Bon bref, non, le mosasaure, bien qu'énorme, ne faisait pas la taille que nous présente Hollywood. Non. Dans la famille des mosasaures, les tailles varient d'environ 3 mètres pour les plus modestes, jusqu'au plus grand spécimen de 15 mètres, ce qui est déjà pas si mal. Sa tête est énorme, sa mâchoire et ses dents le sont aussi. Quant à son corps, comme vous pouvez le constater, il est tout en longueur. Il est souple, il est musclé, il est terminé par une queue qui l'est tout autant, afin de pouvoir rivaliser de vitesse avec ses proies, de préférence de grosses proies. Autrement dit, il chasse d'autres reptiles marins. Et on termine avec les 4 palettes natatoires caractéristiques. Il paraît que cet animal avait une vue relativement pitoyable. Tout aussi pitoyable que son odorat. Alors, comment chassait-il? Eh bien, sûrement à l'affût, tapi assez profondément, attendant qu'une proie potentielle remonte à la surface pour respirer, et pour pouvoir ainsi la surprendre venant des profondeurs. Un peu à l'image du grand requin blanc actuel, Carcharodon carcharias. Une brusque accélération, un grand coup de dent, et quelques instants plus tard, affaibli, la pauvre bête se vidant de son sang, succombe à ses blessures. Et je laisse à votre imagination fertile le soin d'imaginer la suite. Alors, quand je vous disais que les mers du Mésozoïque étaient infestées de monstres marins, vous me croyez maintenant? Pour conclure, je vous dirai non seulement que les mers étaient dangereuses,
Mais de plus, elles étaient largement plus riches en faune et en flore en tout genre, car aujourd'hui, le contenu de la biodiversité marine n'est qu'un pâle reflet de ce qu'il devrait être. Imaginez une mer ou un océan sans les armadas de navires-usines technologiquement suréquipés. Ça devait être féerique en ces temps désormais révolus. Ainsi s'achève cet épisode et je voudrais remercier les abonnés car vous êtes plus de 130 à ce jour et c'est carrément cool, c'est carrément cool. Je suis content, je suis très content. Un grand merci à Alexis Rastier qui m'a fait une super pub dans sa dernière vidéo, ainsi qu'à Jurassic Tube et Stop Science. Merci les amis, ça représente beaucoup pour moi. Ça me touche énormément. J'espère que cet épisode aura été à la hauteur de vos attentes et si tel est le cas, vous savez bien, hein, vous me poussez un petit pouce. N'hésitez surtout pas à vous exprimer ou poser des questions. Abonnez-vous pour être tenu au courant des prochains épisodes. Et sur ce, je m'en vais à la plage. Une petite dédicace spécifique pour mon ami Kelvin de 9 ans qui habite Lalonde. Kelvin, merci à toi collègue. Bye bye, ciao ciao.